soir. Donc, c'est avec joie, enthousiasme et reconnaissance que je suis ce soir avec toi, Béatrice, et que nous allons parler de cuisine vitalité. Donc, moi, c'est Charlène, une humaine en cheminement, et puis l'animatrice de l'association Chaya. Donc, Chaya, c'est une invitation à D'accord. s'informer, à expérimenter et à partager autour des lois naturelles, donc c'est-à-dire les lois du vivant. L'objectif, finalement, c'est de pouvoir évoluer en harmonie avec le vivant, avec nous-mêmes et avec les autres, et de retrouver vraiment notre autonomie. De notre compréhension, tout ce qui est répond à des lois, en fait. Et ce soir, on va parler de vitalité. Et à ce sujet-là, je pars vraiment du principe qu'il n'y a rien qui nous tombe dessus. Quand on a un symptôme, un souci quel qu'il soit, rien n'arrive par hasard, mais il y a vraiment une logique et donc une opportunité derrière ça, parce que ça répond à des lois, qu'elles soient biologiques, physiologiques, physiques, émotionnelles, psychologiques, spirituelles. Donc voilà, c'est une super nouvelle. On a vraiment de quoi agir et redevenir acteur de nos vies. Donc voilà, pour informer et partager et expérimenter autour de tout ça, on propose des ateliers, des conférences, des séjours et dans finalement tous les domaines de notre vie, parce que tout est relié, donc le bien-être, la vitalité, l'eau, l'éducation, la permaculture au sens large, etc. Tout ça dans une approche la plus globale, holistique possible, que ce soit en termes d'approche de système ou d'approche des individus. Donc ce soir, avec Béatrice, nous parlerons d'alimentation et d'éveil sensoriel. Il y a deux exemples qui me sont venus à l'esprit quand on a préparé un petit peu cette visioconférence pour montrer combien notre éducation et puis notre mental après nous coupe de nos instincts. Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend plutôt à taire, alors nos émotions, c'est une partie, mais aussi à pas trop s'attarder sur nos sensations. On nous met des chaussures, touche pas à ça, mets pas ça à la bouche, etc. Et à être et à faire comme ci ou comme ça, à manger comme ça, etc. Je suis maman et j'ai constaté que quand ma fille est malade, c'est pas souvent, mais quand elle a un truc, voilà, le corps a vraiment besoin de se nettoyer et d'elle-même, elle arrête de manger en général. L'enfant, l'animal est pareil. Quand il y a quelque chose qui va pas, déjà il se met en mode repos. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Et puis il mange pas ou peu. Et nous, bons parents que nous sommes, mais mal informés, bien que très bien intentionnés, on va lui dire, et comme on a entendu nous-mêmes, il faut que tu manges pour guérir. Voilà. Alors là, j'invite à visionner notamment un petit reportage Arte sur le jeûne thérapeutique. Le deuxième exemple, c'est qu'on nous explique qu'un repas équilibré il est constitué de protéines, céréales, légumes, laitages et fruits, tout ça en même temps dans un même repas. Et pourtant, est-ce que ce repas-là, est-ce qu'il nous éveille ou est-ce qu'il nous endort? Est-ce qu'on le digère bien? Est-ce qu'on sent qu'il nous fait vraiment du bien? Donc, merci Béatrice pour ta présence ce soir. On va essayer d'amener un autre regard du coup sur notre alimentation, mais aussi sur nous-mêmes. Béatrice, tu es auteure de ce livre magnifique que j'ai reçu hier et qui m'a provoqué de grandes émotions. Cuisine orgasmique, qui est plus qu'un livre de cuisine, sincèrement, et que je recommande, voilà, fort volontiers. Tu es aussi cuisinière, artiste et voyageuse. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire pourquoi, selon toi, il est particulièrement important de prendre soin de nous en ce moment? Bonsoir à tout le monde et merci vraiment d'être là ce soir. Alors, c'est toujours la première question qui est la plus difficile, à savoir celle de se présenter. Et puis cet après-midi, en y réfléchissant, je me suis dit: «Mais il y a le mot présent dans la présentation». Alors, j'ai décidé de pas raconter ma vie, surtout pas, ce serait trop long, mais juste dire qu'est-ce que je fais en ce moment. Donc comme tu l'as dit, ben, j'ai déjà sorti ce livre au mois de décembre. C'est l'aboutissement, de 2 ans et demi de travail et de 35 ans de vie, autour de l'alimentation, de prise de conscience, autour de l'alimentation.
Qu'est-ce que je fais dans mon présent? Eh bien, je présente ce livre, je fais des ateliers autour de ce livre. Je cuisine depuis plusieurs années pour des groupes, essentiellement des groupes qui font un travail de conscience, un peu partout. Je suis une cuisinière nomade, je vais là où on me demande, ça peut être en Bourgogne, en Provence, dans les Landes, je vais partout. Et tu disais voyageuse et ça me fait beaucoup de bien, parce que, quand on voyage, on a plein d'horizons face à nous tout le temps qui sont différents et ça fait un bien fou. On est des sédentaires, mais on est aussi des nomades et la notion de voyage en tout cas, me fait pétiller, ça c'est sûr. Dans mon présent aussi, bah, je rédige des articles pour le magazine Le Chou, qui était auparavant le Chou Brave, que j'ai découvert quand j'ai fait mon expérience avec la Crusine il y a quelques années, il y a plusieurs années en Suisse. Et puis, je soutiens une association aussi en ce moment qui a été fondée par Ernst Zürcher, un ingénieur forestier suisse, qui s'appelle les Sentiers des Savoirs, qui est sur la marche. Donc là aussi, on a la notion de déplacement et on a la notion de transmission de savoir. Voilà ce que je fais, de quoi est rempli mon présent en ce moment. Je bouge beaucoup et vraiment, ça me fait du bien. Ensuite, qu'est-ce qui m'a amené à cette alimentation et à une réflexion sur l'alimentation? Eh bien, en premier, j'ai eu des très fortes migraines à l'adolescence. Heu, voilà, avec vomissements, j'ai été hospitalisée, ils ont cru à une méningite, et ça m'a accompagnée toute ma vie et ça m'a empêchée de faire certaines choses ou m'empêchait de les faire, correctement et en tout cas dans la légèreté et dans la joie, et j'ai passé une vie à essayer de me défaire de ces migraines et j'y suis parvenue à 45 ans avec l'expérience du cru. Donc là, je suis passée, on en reparlera tout à l'heure, hein, je ne suis pas que pour le cru, mais j'ai nettoyé mon corps, pendant 4 années, avec des purges, des jeûnes, ça j'en avais déjà fait, j'avais fait d'autres transitions alimentaires et le cru a permis que, bah, les migraines ont complètement disparu et là, je peux vous dire que, j'avais 14 ans dans ma tête alors que j'en avais 45 en vrai et j'étais très heureuse de de plus subir ces migraines, de passer des journées au lit, de vomir, voilà. Donc ça a été, un 1er point important. Le deuxième, c'est que, j'ai perdu ma maman, 2 mois avant, mes 18 ans. Elle est morte d'un cancer du sein. Je l'ai vue, dépérir pendant 4 années et je trouvais ça tellement injuste et j'étais tellement en colère que je voulais comprendre absolument, mais pourquoi? Pourquoi cette maladie dégénérative? Et j'ai eu la chance, de rencontrer un médecin à Paris, Jean-Pierre Lablanchy, qui était un chirurgien qui, à chaque fois qu'il ouvrait un corps, faisait un constat d'échec, comme si c'était trop tard. Et donc il a, derrière, la chirurgie, fait psychiatrie pour s'intéresser aux maladies psychosomatiques. Il est devenu l'assistant de Kousmine. Il a écrit plusieurs, bouquins, dont un, «Vaincre la fatigue». Il s'est beaucoup intéressé au pH du corps et la première chose qu'il a faite, à part me dire, «On va vous aider», ce qui était déjà énorme pour moi, il m'a appris à faire le deuil de ma mère, ce qui était aussi énorme. Il m'a mis sur la voie de mes études de psychologie et il m'a réappris à manger. Et là, j'ai suivi absolument tout ce qu'il m'a dit et ma vie a changé. Tout d'un coup, je n'avais pas de bac, j'ai été acceptée à l'université en psycho, en art du spectacle, je suis rentrée au conservatoire, j'ai fait du chant, j'ai trouvé un travail, enfin toutes les portes s'ouvraient et j'ai remarqué ça dans ma vie, qu'à chaque fois que je faisais attention à mon alimentation, que je me nettoyais, que j'avais un esprit plus clair, comme tu le disais Charlène tout à l'heure, eh bien les portes s'ouvrent dans ma vie, voilà. Je peux pas l'expliquer complètement, mais je l'ai constaté de nombreuses fois. Donc, j'ai compris que l'alimentation était une base et même si j'ai fait des études de psycho, je me suis dit: «OK, la psycho, le psychisme, mais avant tout, il y a la cellule biologique et c'est une base. On est sur terre, on est terrien, on a un corps, on a des cellules
et ça passe d'abord par le nettoyage de ces cellules et la reminéralisation et revitalisation de ces cellules. Donc voilà et là ma petite victoire, c'est que j'ai dépassé l'âge que ma mère a eu quand elle est partie et donc j'ai écrit ce livre et c'est ça l'aboutissement de ces 35 ans d'expérience de cheminement où j'ai tenté plein de choses. Pour moi, avec l'alimentation, il y a plusieurs piliers. Il y en a un, c'est les transitions alimentaires. On parle souvent de transition alimentaire, on va en parler ce soir. Je voudrais juste dire une chose maintenant, c'est qu'on est toute notre vie en transition alimentaire. Imaginez, vous êtes un bébé dans le ventre de votre mère, vous êtes nourri en permanence, de façon continue, sans faire aucun effort, a priori. Vous sortez du ventre de votre mère, vous êtes obligé d'appeler pour être nourri. Et là, vous rentrez dans une forme de dépendance à l'autre pour être nourri. Ça, c'est un point qui est majeur. Et ensuite, ben, toute votre vie, vous allez commencer à découvrir, vous allez arrêter le lait maternel, vous allez découvrir des aliments. Adolescent, ça va être encore une autre histoire. Vous allez être influencé non pas par votre environnement familial, mais par les copains, par de nouveaux groupes. Et moi, là, je vois en post-ménopause, ben, je suis en train encore de changer mon alimentation. Je viens de finir ce livre qui est essentiellement végétal. Et là, je fais des tests avec la viande parce que, voilà, j'ai besoin de plus de collagène, j'ai besoin de protéines animales. Et donc, j'essaye ça. Et je fais des tests et je m'amuse avec ça. Et je vois ce que ça fait chez moi. Donc il n'y a pas, et ça pour nous, pour Charlène comme pour moi, c'est important, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de cure qui existe là pour tout le monde, surtout pas. On va en parler tout à l'heure, mais on a tous des profils, et c'est même plus maintenant des familles de profils, ce sont des profils individuels. La naturopathie quantique en parle, la nutrigénétique depuis les années 2000 en parle. Donc, on a tous allé à la découverte de ça et c'est de ça dont on va parler. Ensuite vient un deuxième pilier, c'est l'individuation. En fait, j'aime à dire, j'ai noté la phrase pour être sûre, c'est nous nous nourrissons pour grandir et pour progresser. Nous nous nourrissons pour grandir et pour progresser. Et en fait, l'alimentation est un fabuleux outil de progression. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, vous êtes dépendant de quelqu'un qui vous donne à manger. Et en fait, toute votre vie, il va falloir que vous trouviez l'alimentation qui vous convient à vous, pas celle de votre famille, pas celle de vos amis, celle qui vous convient, vous. Et Et là, pas c'est forcément celle d'hier, pardon. Je me permets de te couper parce que ça rejoint ce que tu disais, mais celle qui nous convenait hier n'est pas forcément celle qui nous convient aujourd'hui. on est en permanente transition. Alors, on a des seuils où il y a une certaine stabilité, on a trouvé quelque chose qui nous convient, et puis quelque chose se produit, ne serait-ce que, ben voilà, on vieillit, on grandit, on vieillit, et donc nos besoins changent en fonction de ce que l'on fait aussi, voilà, de notre activité. Donc, c'est en cela que c'est important d'être à l'écoute de soi, et on en reparlera aussi tout à l'heure avec l'histoire des sens, d'être à l'écoute de nos besoins et de nos sens. Et tout ça, le troisième pilier pour moi, c'est de faire ça dans le plaisir. Voilà. Donc, si on s'impose des choses, ça ne marche pas, ça ne tient pas. C'est d'être gentil avec soi, c'est d'être en amour avec soi et c'est d'y aller progressivement, en douceur, en se comprenant. Et ça nous fait du bien. Et toujours dans le plaisir parce que le cerveau, il va pas continuer sinon. Le cerveau va où il y a du plaisir. D'où le titre de mon livre, Cuisine orgasmique. Et on l'expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi orgasmique. Voilà, c'était une longue présentation, mais c'était aussi pour donner un contexte. Et pourquoi c'est important, particulièrement en ce moment, selon toi, de prendre soin de nous? Alors, c'est marrant parce qu'en préparant cette soirée, je me suis dit, ça paraît presque futile, avec tout ce qu'on voit en ce moment, tout ce qu'on vit socialement, tous, on se dit, mais
l'alimentation, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est vraiment important? Eh ben oui, c'est important. Parce que justement, plus c'est difficile, plus l'environnement est difficile, plus il est important d'avoir de la vitalité et de se renforcer. Cette notion de renforcement, elle est très importante pour pouvoir vivre. Et on a tendance, quand il y a des problèmes, à se décourager, à dire: «Ah non, mais c'est trop difficile là en ce moment, puis vous avez vu tout ce qui se passe, quoi». Oui, mais l'endroit où on peut agir, parce on se sent souvent impuissant face à tout ça. Mais l'endroit où on peut agir, c'est sur soi, c'est à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un espace de liberté qui est énorme. Et quand, on a plus de vitalité, en fait, on n'est plus sur le problème, on est sur la solution. Et ça, c'est très, très important. C'est Irène Grosjean qui disait: «On a tout ce qu'il faut où il faut quand il faut». Voilà, elle me répétait ça en permanence et c'est tellement vrai quand on a toute cette vitalité. Donc plus ça va mal, plus nous, on a besoin d'aller bien. Ça, j'en suis persuadée. Et là, je me suis dit: «Mais oui, bien sûr, c'est extrêmement important aujourd'hui». Lorsque je t'ai rencontrée, Béatrice, un matin, tu m'as rappelé et tu m'as invitée à mettre la main sur mon ventre et à respirer. J'avais déjà participé à des ateliers de respiration durant lesquels j'avais pris conscience, donc il a fallu que j'arrive à 39 ans quand même pour prendre conscience qu'au quotidien, on ne respire pas, que la respiration, c'est vraiment l'oxygénation de nos cellules, que c'est essentiel et que c'est quelque chose de très simple qui est à notre portée. Donc là aussi, on peut agir et c'est un espace de liberté, on est acteur de ça. Il suffit juste de s'en souvenir et puis de le faire, quoi. Et j'ai été frappée lors de ces ateliers et puis au moment très juste auquel tu me l'as rappelé, par cette sensation vraiment de bien-être. Il y a tout de suite, ça nous pose, on se pose en nous-mêmes, on est reconnecté à nous-mêmes, on retrouve à la fois de la paix et de la vitalité. Est-ce que tu peux nous parler de respiration? Bah, déjà, la première chose, c'est qu'on respire 20 000 fois par jour, de façon automatique, sans, en avoir conscience, sans faire aucun effort. Mais c'est quand même très présent, dans nos vies. Ensuite, de prendre conscience de sa respiration, c'est justement être conscient à soi-même. Et ça commence souvent par là, pour écouter ses besoins, qu'ils soient alimentaires ou autres. Heu, Souvent, en fait, on oublie ce qui se passe, c'est que par les contrariétés, par le stress, on a une respiration qui est modifiée et on perd la respiration physiologique de départ, qui est la respiration du bébé, qui est toute bête, hein. Moi, j'ai vu un jour même un petit agneau, naître, et quand on voit comment ses poumons se mettent en route au moment où il sort du ventre de sa mère, on prend, vraiment conscience de toute l'importance de cela. Alors, Charlène a proposé qu'on prenne juste, un petit instant pour se connecter, nous, là, maintenant, à notre respiration et à cette respiration du bébé. Alors cette respiration du bébé, c'est pas uniquement une respiration thoracique, c'est ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique, qui est celle des chanteurs. Une petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé le conservatoire de chant, j'étais toute contente, je me suis dit: «Chic, je vais chanter». Eh ben non, pendant un an, mon prof m'a fait respirer. C'est-à-dire que j'y allais, la première année, je n'avais que 20 minutes au conservatoire et je passais 20 minutes à respirer. Et ben, en fait, il a intégré des automatismes neuromusculaires qui sont encore là aujourd'hui, que j'ai voilà, c'est là, je l'ai fait tous les jours pendant des années, et lui me disait: «Mais tu fais du shopping, tu regardes la vitrine, heu, pense à respirer». Et aujourd'hui, moi, la respiration, quand je commence à cuisiner, je mets un chant, je me mets dans ma respiration, ça me met en état de concentration et ça me calme, et je suis en méditation quand je coupe mes carottes, par exemple. Donc voilà, je vous propose, c'est tout ça, c'est pas un exercice, c'est juste de nous reconnecter à notre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie,
et on va faire cette respiration diaphragmatique. En fait, il y a aucun air qui passe dans le ventre, même si c'est la respiration ventrale. C'est juste que comme on va bien gonfler notre cage thoracique, le diaphragme va descendre, pousser les viscères et c'est ça qui fait que le ventre se gonfle et ce ventre est un soutien. Donc on inspire par le nez et on sent que l'inspiration va jusqu'au bas du ventre et on expire par la bouche en soufflant. Comme si vous souffliez là le poids de la journée, des petits stress, vous lâchez dans l'expire. J'inspire, je vais jusqu'au plancher pelvien et je souffle par la bouche. La mâchoire inférieure tombe dans l'expire. J'inspire par le nez, je vais jusqu'au plancher pelvien et je souffle par la bouche. OK. Maintenant que vous avez compris juste cette respiration qui est la plus naturelle, physiologique, tous les êtres humains sur la terre entière font cette respiration spontanément. On va la faire 5 fois ensemble, mais chacun à son rythme. On y va. Quand vous avez terminé ces 5 fois, vous restez les yeux fermés et juste vous vous mettez en connexion avec la respiration sans rien faire. Juste vérifier où elle en est. Et voilà. Merci. Moi, il y a vraiment quelque chose que j'adore lorsque je respire consciemment, en fait. C'est que j'ai vraiment cette sensation de sentir la vie en moi. Tu vois, j'ai l'impression que je sens le sang qui coule dans mes veines, que je sens qu'il y a de la vie qui est là et que je le sens pas forcément, ben, quand je suis dans le chamboulement, tu vois, de la vie, des choses à faire, nanani nanana. Et ça, c'est vraiment quelque chose une chose pour laquelle je suis reconnaissante et c'est à ma portée tout le temps. Mmh. Absolument. À tout moment de la journée, on peut juste faire ça. Après, il y a là, c'est juste pour se connecter à la respiration, c'est pas un véritable exercice, mais il y a plein d'exercices et puis il y a la cohérence cardiaque maintenant, il y a une nouvelle recherche là-dessus et qui est très, très bien et qui fonctionne très bien. Mais effectivement, à tout moment de la vie, en fait, quand on conscientise notre respiration, on revient à soi. Mmh. Merci. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant que nous sommes prêts à recevoir tout ça. Le cru ou comment nos sens et notre alimentation peuvent être source de vitalité. Et un premier pas finalement, ben, tu l'as évoqué, un premier pas, assez simple pour un peu renverser, la vapeur. Alors évidemment, l'alimentation n'est pas le seul facteur auquel on peut s'intéresser. On est, je le disais au début, on est des individus, qui nécessitons, selon moi en tout cas, vraiment une approche multifactorielle, multidimensionnelle, holistique. Mais quand même, la nourriture, c'est le carburant premier de notre organisme et si on parle de carburant, voilà, si je mets de l'essence dans mon moteur diesel, est-ce qu'il va bien fonctionner ou pas? Est-ce qu'il risque pas de casser même au bout d'un moment? Hem, dans nos vies, lorsque, les symptômes s'accumulent, physiquement, moralement, psychiquement, dans nos relations et cetera, souvent on ne sait pas trop par où commencer. Hem, en fait, on mange tous les jours.
Et donc, moi, je me dis quand même, si on faisait de chacun de ces repas, sans se dire qu'on prend des grandes résolutions, aller faire des trucs qu'on n'a jamais fait, tout ça, si tout simplement on faisait de chacun de ces repas une occasion d'aller vers plus d'énergie et progressivement renverser la machine du coup. Parce que c'est ce que tu disais en introduction, une fois qu'on a récupéré un petit peu d'énergie par là, on peut aller, on est plus fort et on peut aller voir le reste. Selon nous, et ce qu'on a pu expérimenter, toi comme moi, donc faire de son alimentation une source d'énergie, ça passe par le fait d'inclure des aliments crus à chaque repas. Est-ce que tu peux voilà, rapidement nous expliquer pourquoi? Et imaginez un homard qui est vivant et vous le balancez dans une casserole d'eau bouillante. Il meurt directement. On est d'accord? Et ben souvent, c'est ce qu'on fait avec les végétaux aussi. Alors, quand on parle, je vais faire une petite précision, d'alimentation vivante. Moi, je parle plutôt d'alimentation naturelle parce qu'il faut bien voir que dès qu'on coupe un végétal, bah, il est plus vivant, hein. Et ça, c'est un point important, c'est que, d'où viennent les végétaux que l'on prend, soit dans le jardin, chez les producteurs, au supermarché. Et justement, c'est toute la question parce que les supermarchés, parce que, et tous les magasins, parce que ça, dans l'histoire de l'homme, c'est nouveau. L'homme a vécu très souvent en étant en manque, en n'étant pas sûr d'avoir à manger le lendemain, en faisant des moments de jeûne, en stockant les graisses pour pouvoir survivre. Or, nous, on a pléthore et on a abondance et diversité. On a besoin d'abondance et de diversité. Notre corps humain en a besoin. Mais quelle abondance et quelle diversité? Et donc, on est souvent face à des produits qui ne sont pas naturels, qui ont très peu de vitalité, et on doit s'éduquer ou se rééduquer à aller davantage vers une nourriture qui est chargée d'énergie et qui a des bons nutriments. Avant, l'homme aussi, on va rentrer dans les sens, il reniflait et il savait si c'était poison, bon pour lui, pas bon pour lui. Or, maintenant, quand c'est sous du cellophane, dans des boîtes, ben, on renifle pas. Donc là, déjà, on a perdu un sens pour choisir notre alimentation. Donc, en quoi c'est important d'être sur une nourriture qui est plus vivante? Ben, ça me paraît évident, c'est que s'il y a plus de nutriments dans ce qu'on mange, ben, nos cellules auront plus de nutriments, seront davantage mieux nourries. Le cru, même si bah, toi comme moi, on mange aussi du cuit, mais il faut voir quel type de cuit, comment on fait cuire. Mais le cru, plus on en met, et que ça c'est dans toutes les traditions ayurvédiques chinoises, etc., il y a quand même du cru, même s'il y a du cuit, il y a quand même du cru. Commencer par du cru, ça permet au corps de se mettre dans un certain état de réception où il peut derrière quand même assimiler du cuit. Mais cette notion de vitalité, elle est essentielle. Donc, où est-ce que j'achète mes fruits et mes légumes? Enfin, moi, je parle surtout de fruits et légumes, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi même de la viande. Où est-ce que j'achète ma viande? D'où est-ce qu'elle vient? Voilà. Donc, j'imagine bien que les gens qui nous écoutent ce soir sont quasiment tous des gens convaincus par ça. Mais j'ose dire que nous sommes obligés de nous rééduquer. Il est très facile à tout moment d'être séduit par autre chose. Et moi, je vois, alors que ça fait des années, bah, il y a de temps en temps, je fais non, ça, non. On va facilement, faut être honnête avec soi-même, c'est tellement facile, c'est à notre disposition. Et c'est très drôle parce que ce principe de l'abondance, la nature là, la nature, elle est abondante.
Et cette histoire de diversité, elle est très importante pour notre organisme et la nature est diversifiée. Mais les supermarchés aussi. Je vois souvent quand j'évoque le cru des craintes, des préjugés, des impressions que c'est inaccessible, ennuyeux, pas rassasiant, pas gourmand, pas réconfortant, etc., que c'est forcément froid. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends vraiment par cru? Et puis, est-ce que c'est forcément synonyme de cuisine végétale, froide, non cuite et sans produits animaux? Concrètement, voilà, concrètement, comment tu le vois? Charlène, elle me pose 5 questions en une. Alors, le cru, déjà, moi j'ai fait l'expérience pendant 4 années et j'étais en Suisse et des fois il faisait -10 et j'ai tout à fait survécu et j'avais toute l'énergie d'aller, me rouler dans la neige toute nue ou d'aller dans une rivière, donc j'avais la pêche et autour de moi, j'avais plein de gens qui carburaient, à la raclette et à la fondue et à Noël, j'étais très contente parce que je n'étais pas malade. Tu sais, je me dis: «Ça fait 35 ans que je prends pas un médicament quand même». Mais je n'étais pas malade et tous ceux qui avaient fait, la raclette toutes les semaines, ils étaient bien malades. Donc j'ai quand même vu la différence. On tient tout à fait en mangeant du cru en plein hiver. Après ça convient pas forcément à long terme pour tout le monde, hem, le cru. Mais moi j'ai tendance à dire que c'est un excellent nettoyeur. Enfin les périodes de cru, alors ça correspond pas à tout le monde. Là aussi, on se l'est dit, Heu, il faut toujours vérifier, est-ce que la personne est en forme? Est-ce qu'elle est juste dans la prévention? Est-ce que la personne a une maladie? Donc là, on est dans un cadre pathologique et donc c'est autre chose. Est-ce que la personne est fatiguée? Donc il faut pas, par exemple, si vous êtes très fatigué, passer directement qu'au cru, ça peut être très difficile et très usant, hein. Idem pour les purges, les jeûnes, c'est la même chose. Mais quand on a suffisamment d'énergie, de faire, une parenthèse avec du cru, c'est excellent et c'est un peu comme le jeûne, un peu, hein, je dis ça nettoie en fait le corps, et ça peut être une belle transition. Après, l'idéal, c'est d'intégrer le plus possible de cru, mais pas forcément manger que cru. Voilà. Donc ça dépend où on se situe, quels sont nos là je reviens, hein, nos besoins du moment, chacun pour chacun, c'est différent. Et si on sent qu'on a besoin de chaleur, tu vois, de quelque chose de chaud, parce que nos reins, parce que notre état de fatigue, etc., comment est-ce qu'on peut quand même bénéficier des nutriments, des vitamines, des minéraux, du cru, mais en mangeant chaud? Alors, il existe, alors déjà, il y a toutes les infusions de plantes qui sont importantes dans ces moments-là. Ensuite, il y a, les soupes tièdes, voilà. Donc dans le cru, on est à, tiens, j'ai un doute, 43 ou 45 degrés. 42. 42 degrés, 42 degrés. Donc on peut se faire des soupes à 42 degrés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le cru, hein, uniquement. Après tu disais, bah, oui, tu parlais des protéines animales. Il y a des gens qui mangent cru, y compris, des abats, des viandes, des poissons et cetera. Moi, je ne l'ai pas fait ça. Ça me faisait pas du tout envie quand je mangeais cru, en Moi tout non cas. plus. Mais par contre, viande séchée, tu vois, là, ça me va bien. Mmh. OK. OK, poisson fumé aussi, tu vois, j'aime bien. Et est-ce que quand même, on dit, hein, il n'y a pas de dogme, il y a pas d'interdit, chacun fait son petit bout de chemin avec voilà, ce que son corps lui demande au moment où il en est. Mais est-ce que quand même il y a des aliments que tu proscrirais de façon générale pour tout être humain? Ouais, tous les aliments qui viennent de l'agro-industrie, tout simplement, tous les produits transformés. Dans la nature, j'en vois pas, à part des choses qui sont reconnues comme étant des poisons, évidemment, et que, il y a certains légumes qu'on ne mange pas crus,
Comme l'aubergine, on peut la faire mariner, mais c'est pas terrible. Les haricots, c'est pas terrible. Il y en a qui font le poireau quand même cru, mais c'est pas extraordinaire non plus. Voilà, il y a quelques aliments comme ça. Après, c'est vrai, quand on va voir chez Hildegard von Bingen, elle interdit. Alors, le poireau, ça c'est sûr, la fraise, enfin, il faut aller voir chez elle, c'est assez étonnant, mais j'ai pas approfondi pourquoi elle les interdit. Et lorsqu'on mange, je reviens au chaud du coup et au cuit, pour le coup là, euh, quelle cuisson? Alors on a dit 42-43 degrés, là on préserve, voilà, Pour les le légumes, cru, ouais. etc. Mais ah, voilà, si je veux me faire, je sais pas, n'importe quoi de cuit, quelle cuisson est-ce que tu recommandes? Euh, alors, une cuisson douce, de toute façon, une cuisson douce. Ça peut être sur le feu, mijoter pendant des heures, quand il s'agit de soupe, par exemple. À la vapeur, là, c'est l'idéal actuellement. Ce qui est le plus facile pour nous, c'est ça, c'est la vapeur. Tout ce qui est vapeur douce, dès qu'on y va trop fort, tout ce qui est friture, là, le foie, il déteste, quoi. Euh, voilà. C'est les cuissons douces. Et après, on a, en autre alternative, on a la lactofermentation, où là, on décuple les nutriments. Et c'est bien d'en manger un petit peu tous les jours quand on mange que du cru. Si vous voulez faire une période que de cru, ce qui est très important, c'est de compenser avec des algues, des graines germées, des fruits secs qui ont trempé au moins 4 heures pour la digestion, et la lactofermentation. Voilà, ça, ce sont 4 choses qui sont importantes dans les périodes de crue pour se sentir rassasié, en fait. Hmm. Ok. Alors tu as évoqué là que quand même, voilà, si on est dans un état de fatigue chronique ou intense, si on a des pathologies particulières, etc., il faut quand même un peu faire attention. Alors, comment je sais si ça me convient et comment je connais, voilà, comment je sais si ça me convient par rapport à mon état et puis par ailleurs, comment je connais mon profil alimentaire plus général. Ouais, alors ça, c'est 2 situations différentes. La première, c'est effectivement si on est fatigué, si on a une pathologie particulière, la première des choses, c'est de se faire accompagner au tout début. Il faut savoir où on en est, il faut faire le point. Il ne faut pas se fatiguer à faire des transitions qui sont trop dures et qui vont encore plus nous fatiguer. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner au départ quand il y a beaucoup de kilos à perdre, quand il y a une pathologie importante. Voilà, faut pas le faire à la légère, Accompagnement par un naturopathe? par exemple. Tout à fait. J'aurais Et, d'autres pardon? j'aurais d'autres pistes? Bah, il y a des nutritionnistes qui sont très bien, il y a des médecins qui sont bien, pas tous, il faut les choisir, hein, mais c'est comme pour toutes les professions. Ok. Et, et tu me demandais, la deuxième question, c'est comment démarrer? Alors, effectivement, ça, c'est un point important, c'est que je vais réutiliser la métaphore de la voiture. Quand on est encrassé, bah, c'est pas facile de savoir ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, il y a une barrière. Euh, on parle de poison. On a des poisons dans le corps, on a des toxines dans le corps qui nous empêchent, en fait, qui viennent comme des filtres, des barrières entre l'extérieur et nous. Donc nos sens sont atrophiés, en fait. Donc il faut passer par une période où on se nettoie. Alors là, il y a plusieurs façons. Alors tu parlais de la monodiète, il y a effectivement faire une période de crue, il y a du jeûne, voilà. C'est passer par une période où on va se nettoyer. Après, là, il y a différentes écoles, par exemple les purges, puisque dans le milieu du cru, il y a beaucoup de gens qui font des purges, mais les purges, c'est très abrasif. En médecine chinoise, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Ils préfèrent être sur un changement d'alimentation plus souple, plus progressif. Il y a des naturopathes qui trouvent ça effectivement aussi trop fort. Donc faut là aller quand même vers quelque chose de raisonnable et quand même sentir où vous en êtes, si vous êtes capable de ça ou pas.
moi, je l'ai fait, hein, les purges, je l'ai fait. Ça a été un excellent accélérateur à une période. Voilà. Mais il y a que quand on est un peu nettoyé que après on va ressentir davantage notre instinct et qu'on va fonctionner à nouveau avec nos sens pour savoir, pour être à l'écoute de nos besoins. Ça, c'est vrai. Donc c'est la période la plus complexe et j'aime bien utiliser, l'image qu'il y a des périodes dans nos vies où on est vraiment en bas de la montagne. Mmh. On est au fond du trou, quoi. Et on regarde la montagne, on fait: Je peux pas, je vais pas y arriver». C'est une réalité parce que quand le corps est encrassé, fatigué, aussitôt le psychisme, hein, il dysfonctionne, hein. Donc ça vous paraît impossible et pour ça, il y a qu'une seule solution. C'est de le décider déjà et ensuite, c'est de faire des petits pas chaque jour. Quand vous avez une longue randonnée à faire, c'est un pas après l'autre et moi je dis, c'est remplacer, c'est changer d'habitude au quotidien, parce que c'est le quotidien qui va faire. C'est le quotidien qui nous fait, c'est ce qu'on fait au quotidien qui nous fabrique, qui fait ce que l'on est. Donc si vous êtes sur le chemin, vous avez plein de petits cailloux noirs, des cailloux de c'est pas possible, ça va pas, des, des cailloux pleins de toxines. Vous prenez chaque jour un petit caillou noir et vous le remplacez par un petit caillou blanc. C'est quoi? Vous changez une habitude alimentaire qui vous fait plaisir, mais qui est pas bonne pour votre équilibre, par une habitude alimentaire qui vous fait plaisir, mais qui est bonne pour votre équilibre. Si vous changez une habitude par jour, à la fin de l'année, vous avez 365 nouvelles habitudes. Votre vie a changé. Si vous en changez une habitude par semaine, vous avez plus de 50 habitudes à la fin de l'année qui ont changé. Ça fait déjà une différence. C'est énorme. Mais c'est vraiment prendre les choses et je rajouterais une chose, c'est que pour ça, il faut se prendre du temps. Mmh. Il y a rien qu'avance dans nos vies si on ne prend pas du temps. Et ben pour ça, pour une transition alimentaire, pour un changement de vie, il faut prendre du temps. Il y a pas de secret. Faut le décider, il faut prendre du temps parce qu'il faut se déprogrammer, reprogrammer et des fois, il y a un truc tout bête, hein. Moi, à mon chien, je dis: «Non». Non, ça c'est non, c'est tout, hein. Je dis: «Il faudrait avoir des chiens avant d'avoir des enfants», parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile, c'est non et elle m'obéit. Et bah, des fois, moi, avec moi-même, c'est: «Ah non», parce que je suis sur une période où j'ai décidé que, bah, non, là, je suis dans une période sans pain et j'ai failli tout à l'heure. Non, ça marche, c'est tout bête et je rigole, je me marre, je rigole avec moi-même. Donc de la volonté, Ouais, y aller petit à petit parce que, voilà, en effet, on ne c'est l'histoire des bonnes résolutions un petit peu au 1er de l'an de chaque année, quoi, tu vois? «J'arrête ça». Ben oui, mais non, en fait, ton cerveau, il fonctionne pas comme ça. Si tu veux pouvoir, adopter une nouvelle habitude, il faut juste remplacer une par une autre. Tu peux pas juste, voilà, il faut remplacer par une bonne habitude comme tu l'as dit. ouais, Et c'est ça. alors, on va revenir là, on va passer à la partie vraiment sur l'éveil des sens parce que, ce qui aide beaucoup, comme tu l'as évoqué, c'est de le faire dans le plaisir Mmh. et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi, l'éveil sensoriel? The question. Mais j'ai appelé mon livre «Cuisine orgasmique». Pourquoi? Parce que, la première définition de orgasme, c'est qui est rempli d'ardeur, de caractère, de tempérament et de désir amoureux. C'est la première définition. La seconde définition de l'Académie française, c'est le point paroxystique, de l'acte sexuel. Mais la première définition, c'est ça. Or, la cuisine, c'est quoi? C'est rempli d'ardeur, de caractère, de tempérament et de désir amoureux.
Parce que si on n'a pas de désir amoureux pour ce que l'on achète, pour ce que l'on cueille dans son jardin, pour ce que l'on plante, pour, ce que l'on prépare, dans notre cuisine, bah, toutes nos cellules vont le ressentir. Donc c'est important qu'il y ait ce désir amoureux et ça commence par quoi? Bah, c'est en premier, vous voyez, c'est un voyage sensoriel, la cuisine. C'est un voyage sensoriel. Vous regardez, d'abord vous êtes attiré par, tiens, une grenade dans un grenadier, un kaki dans un plaque minier. Oh, le orange comme il est beau, le rouge. Donc il y a vos yeux qui en prennent plein la vue, quoi, tout de suite, quoi. C'est vous êtes attiré par les fréquences des couleurs. C'est et là déjà, pa 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 pa, là, rien que de vous le dire, ça rentre dans mes cellules. J'ai du rouge, j'ai du orange, j'ai pa 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 pa, ça rentre. Donc ça, c'est le premier réveil, d'accord? Ensuite, allez, dans quel ordre je vais le faire? On goûte. Souvent quand même, une fois qu'on a attrapé, ah non, vous la touchez, vous touchez, vous attrapez, la grenade et puis vous avez une texture. Donc là, ça rentre dans votre peau et d'ailleurs là, je fais, un aparté, mais j'ai rencontré, ce week-end un monsieur de 82 ans qui, fait de l'électroculture, des buttes, enfin qui est dans son jardin, voilà, tout 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 plein d'énergie et il fait son jardin tout nu, hein, pieds nus dans son jardin et plein d'énergie, il fait sa butte de 10 mètres tout seul en une journée, hein et il dit: «Mais nous, on est des capteurs solaires, on est des panneaux photovoltaïques, donc on capte le soleil comme ça». Donc il se prend pour un fruit, un légume, mais voilà, on va récupérer un légume, un fruit qui s'est gorgé de soleil. On va le prendre, on va le sentir dans nos mains, on a une texture, on a une première texture. On a un imaginaire qui commence à fonctionner parce que dans la grenade, tiens, c'est comment l'intérieur de la grenade? Comment elle va être à l'intérieur? Je vais en faire quoi? Vous avez une Ça nous raconte une histoire à chaque fois, un légume, un fruit, un poisson, ça nous raconte une histoire. Donc il y a l'imaginaire qui commence à fonctionner. Parce que l'imaginaire passe par les sens. C'est l'éveil des sens qui va c'est pour ça que c'est important chez les enfants. Et puis on va commencer à goûter. Donc là, on est dans le goût. On va mâcher et juste ça, on dit souvent, «Mâchez bien, mâchez bien». Bah, je peux vous dire un truc, c'est que quand vous mangez, quand vous avez vraiment faim, parce que ça, c'est important de manger quand on a faim, pas manger quand on a le ventre plein, mais manger quand on a faim. Je l'ai testé l'année dernière, de vraiment manger quand j'avais faim et ben, automatiquement, je mâchais mieux. J'avais pas besoin d'y penser. En fait, c'était tellement délicieux de retrouver une alimentation, de pouvoir manger, nourrir mes cellules, qu'en fait, ça se faisait tout seul. Je mâchais normalement. Donc là, on a le goût qui se met en place, la texture et quand vous mâchez, vous avez l'oreille interne qui reçoit des vibrations, vous entendez des choses. Donc vous on a tout tous ces sens-là qui sont en éveil dans la cuisine et ensuite quand vous cuisinez, ben, c'est tout ça qui est en effervescence. Mmh. Voilà. Donc c'est un moment de bonheur, c'est un moment de plaisir et quand, par exemple, je suis toute seule, que je cuisine pas des gros plats, mais le fait juste de croquer dans un kaki, c'est un moment de plaisir, vous voyez? Ça peut être simple, hein, ça peut être juste de croquer, hein. On fait plein de plats en cru maintenant et tout, on a élaboré plein de choses, mais la façon la plus simple, c'est de croquer. Notre premier extracteur de jus, il est là. Est-ce que tu aurais, donc comme je l'ai évoqué au début, parce que tu vois tout ces différentes étapes-là que tu as évoquées, je vois vraiment l'enfant, tu vois? L'enfant, qui marche pieds nus, qui va aller toucher, qui va mettre à la bouche, qui va malaxer comme ça, qui va et en fait on y gagnerait souvent, je crois, à retrouver l'enfant qui est en nous, en fait, pour reconnecter vraiment avec ce qu'on est, avec, nos sens et cetera. Et quand c'est pas dans notre jardin, moi, je vais de plus en plus chez les producteurs, j'adore, je me régale. Ils ont des histoires à me raconter et en fait, il y a une chose qui est importante,
qu'on donne en alchimie, c'est le spiritus, c'est l'esprit. L'esprit avec lequel ça a été cultivé. C'est pas la même chose de manger un steak d'un animal qui a été tué n'importe comment dans un laboratoire ou d'une vache qui a été aimée par son fermier, quoi, par son paysan. C'est pas la même histoire. C'est pas le même stress dans les cellules de la viande. Ça et la façon dont elle est tuée à la fin hein, pour qu'on la mange aussi, quoi. Hein. Mmh. Ce stress qui est amené à la viande. Alors, pour des personnes éventuellement, on va dire complètement déconnectées de leurs sens, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose pour les réveiller? Tous les matins se réveiller en se regardant dans la glace et faire: miam miam, miam miam, miam la vie, je mange la vie, je raisonne, miam miam, C'est un vrai exercice de chant, hein. Miam. Et rien que ça, là, ça commence mon être redevient un être vibratoire. C'est de vibrer, c'est d'aller regarder. Vous savez, nos sens, ils peuvent vite, se fermer. Vous voyez, vous êtes tous les jours devant un ordinateur, un écran, votre vision, elle va se restreindre. Vous allez voir la mer, le désert, hop! Donc c'est de sortir, c'est de faire ces expériences du vivant à l'extérieur et d'ouvrir nos sens et il y a 1000 manières de le faire. Donc il s'agit de reconnexion à la nature, à soi, à notre propre nature. Il s'agit aussi, comme tu l'as évoqué Et tout à l'heure avec, oui? et comme tu le disais tout à l'heure, on peut aussi, heu, juste se connecter à une émotion et d'accepter qu'on ne va pas bien ce jour-là. Oui, mais c'est se connecter à soi. C'est se connecter à soi. Ça Oui. ça ça arrive, voilà. Bah, aujourd'hui, c'est pas ça. Alors, je suis pas en forme aujourd'hui, ça va pas, mais c'est quoi mon besoin? Mmh. Et est-ce que je vais écouter ce besoin-là? Oui. Et puis tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est important de le rappeler, hem, c'est que quand on est dans un état d'encrassage trop fort, il est plus compliqué de pouvoir être, voilà, à l'écoute de nos sens, et des besoins qu'il y a derrière et cetera. Moi, j'ai envie de faire un petit témoignage personnel sur, une expérience que j'ai vécue à la suite d'un jeûne. Hem, j'ai fait ma reprise alimentaire à la fin de ces 6 jours de jeûne, avec ce qu'on appelle l'instincto. Donc il s'agit simplement, en fait, de choisir son aliment. Donc moi, comme j'ai un mental encore assez présent, je me suis bandé les yeux, comme ça j'étais sûre que que même après plusieurs jours de jeûne, dans l'état d'ouverture dans lequel j'étais et cetera, que j'y mettrais pas de mental. Et donc, on m'a fait sentir différents fruits, légumes et tout et c'est tombé sur la tomate, quoi. Vraiment à l'odeur, mon corps, c'était la tomate. Alors c'est vrai que j'aime les tomates de façon générale, mais alors celle-là, ça a été j'en suis presque émue, quoi, de le raconter. Ça a été la meilleure tomate de ma vie. Ça a été un feu d'artifice à l'intérieur, à tous les niveaux de mon être d'ailleurs, voilà, mes cellules, mes émotions, enfin, cette tomate, elle était fantastique, quoi. Et 2 heures après, ben, c'était plus la tomate, c'était autre chose. Mon corps, il avait besoin d'autre chose, quoi. Et quand je jeûne comme ça, quand même au niveau de la reprise, ma digestion, voilà, c'est un peu fragile, c'est un peu du mal à reprendre et ben, cette tomate, elle était, enfin, je veux dire, je l'ai digérée sans aucun souci et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce que le jeûne, il m'a fait un espèce de reset qui était favorable à ce que mon corps puisse me dire: «Bah, OK, là, c'est ça», que moi je puisse écouter: «OK, c'est ça» et que je puisse en bénéficier à 1000 quoi. Donc j'espère que tout ça, ça donne, envie à toutes les personnes qui nous écoutent, d'aller, ben, vers plus de vitalité dans leur alimentation et pour ça, il nous reste encore, allez, on va prendre 10 minutes sur les questions pour aborder les outils concrets pour, le quotidien. Quels seraient tes conseils pour opérer une transition alimentaire, dans notre vie?
Bah, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'histoire des habitudes. La première chose, c'est effectivement, de le décider. Ça, il faut vraiment, le décider et pour un long moment. Le deuxième point, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est se prendre du temps. Le troisième point, c'est: «OK, je vais être dans la transition, mais je vais rester dans le plaisir» et pour ça, il y a effectivement des choses très concrètes du genre, vous voulez supprimer un aliment parce que vous savez que vraiment là, ça va pas du tout, quoi. Alors, la nature a horreur du vide, donc c'est de ne Remplacer. pas uniquement de l'enlever, c'est de le remplacer, voilà. Par exemple, au début, bah, je veux arrêter le café, ben, prenez une poudre, à base de céréales, si vous le souhaitez ou autre chose ou du thé vert ou mais remplacez l'habitude que vous avez de vous lever en prenant un café, hop, ben non, qu'est-ce que je peux boire à la place? Déjà, ce sera plus facile. Un autre point, c'est anticiper. Parce que c'est de pas arriver à ce point où vous avez une fringale et vous allez vous jeter sur n'importe quoi. Donc, c'est toujours sur les premiers temps, en tout cas, de la transition alimentaire, c'est se dire, «Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Qu'est-ce que je vais manger ce soir?» et de le prévoir moi-même. Par exemple, en ce moment, moi, je me fais du riz, je le fais tremper la veille. Je sais qu'il va être cuit en 5 minutes quand j'aurai faim le lendemain. Donc ça, c'est important. Ensuite, la première des choses, ça dépend de là où on en est, c'est d'ouvrir ses placards et de se dire, faut prendre une décision là, c'est: «Est-ce que je termine tout ce que j'ai dans mes placards et qui est pas bon pour moi? Ou est-ce que je décide de les jeter?» Mais en tout cas, les courses que l'on va faire, elles sont primordiales et ce que l'on a dans les placards ou dans le frigo, c'est primordial. Parce que quand on a faim, ben, au début des transitions, faut pas être attiré par quelque chose qui ne nous convient pas. Donc il faut créer un environnement. Ensuite, il faut avoir un mental fort, ça dépend de notre environnement. L'environnement et souvent quand on fait un nettoyage de nos cellules, on fait un nettoyage, de la cellule familiale, de la cellule professionnelle, il y a tout qui y passe. Donc en fait, c'est de vérifier que les gens, ils sont avec vous, quoi. Mmh. Ils sont Voilà, ils vont vous soutenir, et ou sinon il faut que vous ayez un mental très, très fort, ce qui est le cas dans le jeûne. Le jeûne nous renforce vraiment le mental. Ça c'est important. Donc voilà, ça c'est des petits trucs et ensuite, je dirais la dernière chose, il y en a plein, hein, en fait, hein, mais la dernière chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'accepter d'y aller petit à petit. Mmh. OK. Voilà, c'est, il y a en fait, il y a pas de miracle. Souvent on attend un miracle. Et ce qui est génial, c'est que si vous mettez ça en place au quotidien, progressivement, il y a un jour où c'est un miracle. Il y a un jour où waouh! Je me sens mieux. Waouh, ça y est, j'y suis arrivée. Après, c'est de maintenir quelque chose qui nous correspond. Mais oui, le miracle, il n'arrive pas tout de suite, mais il est là à un moment donné. Quand je parlais tout à d'un coup, toutes les portes qui s'ouvrent. Moi, le nombre de fois où, sortant de jeûne, j'avais un truc qui m'arrivait, mais je décidais à midi, je finis mon jeûne, à 12h15, j'avais une bonne nouvelle. Donc voilà et c'est pareil dans les transitions alimentaires quand on allège, quand on transforme notre alimentation. C'est le miracle de la vie, quoi. Et une fois qu'on lui permet de s'exprimer, de prendre place, elle est, abondante, elle est, joyeuse, pleine de Mais vie, du coup. en fait, le miracle fait partie de la vie. Je veux dire, Ouais, c'est ça. maintenant, on en parle de plus en plus. Là, je viens de finir d'interviewer Didier Van Kovlart, qui a écrit plein de bouquins sur le sujet. Je veux dire, le miracle, il fait partie de la vie. C'est juste que je sais pas comment ça s'est fait, mais on n'a pas été éduqués avec. Ouais. Pas vraiment, voilà. Mais Mais et mais cette mais vie, ça elle est fait là. partie de la vie. Ce que je veux dire, c'est que cette vie, elle est là. On l'a tous, en nous, tu vois? Donc ça, c'est accessible à tous, en fait. Il y a pas de Non, c'est pour tout le monde. Bah, qu'une graine devienne un plant, devienne un jour un arbre, un fruit, qu'une fleur devienne un fruit, enfin, c'est un miracle, ouais, ouais. voilà. Est-ce que, il y a besoin de forcément beaucoup de matériel, d'aliments, rares, souvent chers, qu'on va pas utiliser souvent? Est-ce que voilà, pour se lancer dans une cuisine,
un peu plus vivante. OK. Faut pas que ce soit un frein. Faut absolument pas que ce soit un frein. La première chose, c'est que quand vous achetez des choses de meilleure qualité, c'est souvent plus cher, mais ça va mieux nourrir vos cellules, donc vous en aurez moins besoin. Une fois que vous aurez fait tous ces passages de nettoyage et cetera, vous en aurez moins besoin. Donc l'idée, c'est pas de beaucoup manger, c'est de nourrir nos cellules. C'est un rapport à la vie, et puis ça veut dire que quand vous êtes à satiété, vous vous arrêtez, vous n'avez pas fini votre assiette, c'est pas grave. D'accord? Vous n'avez plus faim, vous êtes rassasié et ça, c'est un moment de bonheur d'être juste rassasié et on sent, hein, la bouchée de trop qui fait qu'après, Ouais. on a besoin d'aller faire la sieste, d'accord? Donc ça, c'est complètement différent et ensuite pour le matériel, il faut pas que ce soit un frein. Les premières choses, c'est, quand on veut vraiment manger cru, puisqu'on parle de ça, souvent on nous fait acheter un extracteur, de jus, mais on n'est pas obligé de passer par les jus au départ. Déjà, si vous mangez du frais, du sans pesticides, voilà. Le blender, c'est pareil. Après, il y a des petites choses qui coûtent vraiment pas cher, quoi. Mmh. C'est tout à fait possible. J'ai envie de dire, c'est devenu un business aussi, le cru. Donc il a fallu faire acheter du matériel aux gens. Je l'ai C'est une des vécu, choses que je l'ai pardon, vécu, je sais très bien combien ça rapporte. C'est une évidence, mais il faut surtout pas que ce soit un frein pour les gens. c'est une des choses que j'ai remarqué en parcourant, hein, parce que je l'ai pas depuis longtemps, mais ton livre, c'est que j'ai regardé, voilà, sur beaucoup de recettes matérielles. Grosso modo, je vois qu'avec une lame en S ou même des fois juste notre couteau, voilà, on peut déjà vraiment se faire plaisir, quoi, et avoir une cuisine, gourmande, voilà, au quotidien. Je alors je le mets parce que effectivement, moi je cuisine pour des groupes de 20 personnes, 40 personnes, et j'avoue que je suis contente d'avoir j'ai quoi? J'ai ma lame en S, ma Mix et j'ai un petit blender. J'ai même pas après des années, j'ai même pas un gros blender moi, je fais avec mon petit blender. J'ai un Nutribullet qui est absolument génial, ça coûte 100 balles, c'est rien, quoi. Et la lame en S. Mais ce week-end, j'ai fait un taboulé de chou rouge. J'ai utilisé le couteau chinois et j'ai tout fait à la main. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Mais si on fait pour nous tout seul ou pour quelques personnes, c'est tout à fait faisable. Ça doit surtout pas être un frein. En plus, il existe plein de des tout petits instruments qui coûtent pas cher, qui sont pas électriques et qui nous permettent, de couper, de façon très rigolote, parce que c'est ça qui compte, c'est de s'amuser. On parle des couleurs, des saveurs dans le cru, on n'enlève pas quand ça cuit pas, on n'enlève pas les couleurs. Donc on a des plats qui sont flamboyants de couleurs. Donc on a tout de suite les saveurs en perspective et ce qui compte, c'est aussi les textures. Les gens, des fois, ça leur manque de pas croquer. Alors on met des morceaux de noisettes, on fait des morceaux plus gros, faut s'amuser avec les textures et la façon de couper. On a plein de façons de couper, donc faut s'amuser avec tout ça. Mais on a franchement, le matériel, le jour où ça vous fait plaisir et que vous avez l'argent d'acheter quelque chose, faites-le. Moi, je vends pas de matériel, j'ai jamais vendu. C'est super, encore plus accessible à tous. On peut commencer dès demain matin et du coup, pour passer, à Et puis en l'expérimentation. plus, excuse-moi, mais c'est souvent à l'heure. Eh Parce qu'on oui, se dit: «Ah, j'achète ça, je vais m'y mettre». oui, oui, non, En fait, le robot, vous l'utilisez 3 jours et basta. c'est ça. OK? Alors que, voilà, si vous avez toujours votre couteau, là, la volonté, elle se situe à un autre endroit. Et du coup, moi, tout ça, ça me donne envie d'expérimenter. J'ai envie de l'expérimenter, de le vivre, de sentir les aliments que tu proposes, et cetera. Et je suis très contente que nous puissions, proposer toutes les 2 et avec Yannick, qui n'est pas avec nous ce soir, mais je vais en parler, un séjour du 11 au 14 juillet au Domaine des Sens, ça tombe bien, hein, dans les Cévennes. Un très joli lieu entouré de forêts avec un grand champ de plantes médicinales, voilà, et de senteurs diverses et variées, et de plantes aromatiques, bien sûr. Un séjour qui est vraiment pensé pour, première chose, expérimenter tout ça,
parce qu'en 3 jours, déjà, on va le sentir, on va vraiment en sentir les effets et le fait de le vivre, ça, c'est un outil, moi, je trouve vraiment, ultra concret pour notre quotidien après quand on rentre chez nous et quand on est dans des phases plus down, comme tu disais tout à l'heure, où vraiment là, il faut la volonté. C'est plus facile de dire non justement ou oui à d'autres choses quand on a déjà ressenti le bien que ça nous fait quoi, que ça peut nous faire. Hem, donc un séjour qui est vraiment pensé pour qu'on retrouve plein d'outils concrets, simples, à la fois sur l'alimentation du coup, mais aussi sur tu as parlé de mouvement, de rapport à notre corps. Donc on aura, Yannick qui est le gardien du lieu, qui nous proposera, des séances de yoga, mais pas du yoga pour du yoga. Vraiment son approche, elle est de nous aider à aller là aussi à trouver notre propre pratique de yoga qui nous va bien. Voilà, des fois on voit des trucs, on se dit: «Waouh, mais ça, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi». Non, là Yannick, il va vraiment nous proposer d'expérimenter différents types de yoga pour qu'on trouve le nôtre, pour qu'on puisse le mettre en œuvre une fois qu'on rentre à la maison. Il est aussi, olfactothérapeute et il nous fera, voyager au travers, de notre odorat sur une soirée. Donc c'est un séjour, évidemment avec des temps de repos aussi, c'est important, hein, pour le retour à soi, avec une nature abondante et très accueillante autour de nous pour le retour à la nature. Et puis évidemment des temps aussi, de partage. J'aime bien moi dans les séjours, toujours prévoir des temps où chacun peut, s'il a envie, bien sûr, c'est pas une obligation, mais peut partager une expérience, une connaissance, un savoir-faire, quoi que ce soit qu'il a envie de partager aux autres. Parce que vraiment, on a tous, on est des êtres sociaux, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et donc, j'aime bien prévoir ces temps-là. Moi, j'en profiterai pour proposer aussi un atelier, des petites expérimentations sur l'eau. Et puis nous aurons, avec le chéri d'Angela qui est avec nous ce soir, une soirée festive pour le dernier soir avec une initiation en percussion. Donc si vous avez des djembés ou quoi que ce soit sur lequel vous pouvez taper, voilà, nous ferons des percussions, nous chanterons, nous danserons tous ensemble. Voilà, donc vraiment bienvenue du 11 au 14 juillet au Domaine des Sens. Je vais vous mettre le petit lien si vous voulez en savoir plus dans le chat et on va passer aux questions. Ouais, je dis juste, donc effectivement sur les 3 jours, en 3 jours, on fait vraiment l'expérience. Je l'ai vécu plusieurs fois et on fait vraiment l'expérience et notre corps en garde la mémoire. On dit qu'en 3 semaines, on nettoie nos cellules et qu'en 3 ans, on a changé notre vie, mais ça continue toute la vie en fait. Donc 3 et nous, hormis le fait que vous cuisinerez avec moi, qu'il y aura différents ateliers, on fera un petit atelier sur le profil pour que vous alliez à la découverte de votre profil alimentaire. Merci. Et du coup, alors, on va reprendre encore 2 minutes jusqu'à 45. On se dit, mais est-ce que tu peux nous donner envie et nous expliquer comment on va expérimenter avec toi ça? Comment tu guides tes ateliers pour qu'on puisse être dans ce rapport avec nos sens? Il y a plein de manières là, il nous reste plus assez de temps. Je pense qu'on a mis un peu l'eau à la bouche, enfin, j'espère que ce qui compte pour moi, c'est qu'on soit des êtres créateurs quand on cuisine. Qu'on retrouve, qu'on se sente créateur, qu'on retrouve, notre instinct, qu'on ait envie de faire des choses, de décorer comme ça, d'assaisonner comme ça. Assaisonner, ça veut dire mettre au goût des saisons, d'aller chercher des herbes dans le jardin. Voilà, c'est ça avant tout. Et par contre, effectivement, sur ces 3 jours, on considérera que c'est un moment un peu de nettoyage. On sera que sur du cru, même si c'est pas notre profil alimentaire, mais voilà. Et il y a plein d'exercices, pour, c'est aussi, voilà, j'en ai fait un, dernièrement à Fribourg, un atelier comme ça et la dame a dit, «Le lendemain dans ma cuisine, je cuisinais pas de la même manière» et par exemple, il y avait des violettes, il y avait des betteraves. On dit: «Tiens, ces 2 mêmes couleurs, tiens, elles devraient bien aller ensemble» et on a cherché comment faire une sauce à la violette pour ces betteraves. Voilà, donc ça dépendra.
ce qu'il y a sur l'instant, mais c'est vraiment être créatif et instinctif. OK, merci Béatrice. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Vous pouvez alors les poser sur le chat à l'écrit, éventuellement ouvrir votre micro. Ouais, moi, ce changement de nourriture, j'ai conscience qu'on en a besoin à des âges différents de nos vies. Moi, ce qui me pose plus problème, c'est que, bah, parfois, j'ai des addictions alimentaires. J'ai besoin de bah, je fais beaucoup de, manger tout au long de la journée. Quand je suis pas occupée à quelque chose, j'ai toujours besoin d'aller, dans le placard, aller me chercher du chocolat, aller me chercher un gâteau, gna 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 et puis je voudrais bien me passer de ces envies, comme une addiction quoi, c'est comme si j'avais envie de me remplir, heu, par l'alimentation parce que, bah, on a des problèmes affectifs, je pense que l'affectivité, elle est très liée aussi à l'alimentaire et du coup, ça, je trouve, c'est pas facile à gérer et c'est pas facile de s'en défaire. OK. Hem, les fringales comme ça, c'est lié à plusieurs choses. Donc vous parlez effectivement de l'affectif, de l'émotionnel. Ça, c'est évidemment très important. C'est pour ça que Charlène et moi, on a une vision holistique. Évidemment, quand on est dans l'alimentation, nos changements d'alimentation, on est aussi, dans l'accompagnement pour nous-mêmes ou des autres de cet émotionnel. Moi, ça m'est arrivé après les 3 premières semaines de crue, de sentir toutes mes cellules se nettoyer et de pleurer, mais calmement. Mais voilà, l'émotionnel tombait, en fait. Et un deuil que je croyais avoir fait, bah, en fait, il n'était pas fait et j'ai pleuré. Donc c'est en nettoyant la cellule, biologique qu'on nettoie aussi l'émotionnel, ça c'est un premier point. Ensuite, quand on a tendance à manger toute la journée, ça nous ramène à cet état où on pouvait manger dans le ventre de notre mère de façon permanente. Voyez? Donc il y a un retour à ça, d'être nourri de façon permanente. Il y a remplir du vide, aussi et il y a une autre chose, c'est et ça c'est important et c'est une façon d'être gentil avec soi, c'est qu'il y a peut-être des besoins qui ne sont pas nourris. Je parle bien d'un point de vue alimentaire, alors peut-être émotionnel, soit, mais d'un point de vue alimentaire. Je vous donne un exemple tout bête. «Ah, j'ai envie, d'un paquet de bonbons». C'est quoi les bonbons? C'est d'abord du sucre. Est-ce que j'ai besoin de sucre? Ah mais oui, j'ai besoin de sucre. Je mange des fruits à la place de prendre les paquets de bonbons. Et ben après les fruits, j'ai ma dose de sucre et je n'ai plus envie des bonbons. Vous voyez? Donc il y avait un besoin physiologique véritable qu'il faut prendre en compte aussi. Donc il faut réguler sur une journée les repas, vous voyez? Mais il y a sans doute besoin, dans un cas surtout que si ça fait depuis plusieurs années, de passer par justement comment est-ce qu'on nettoie? Voilà. Et physiologiquement et psychologiquement, voilà, c'est important et tout doit être pris en compte, je suis entièrement d'accord. Mais ce qui est important, c'est que au lieu de faire tout un travail psychologique, costaud et je l'ai fait, hein, je sais ce que c'est. Bah, en fait, je me suis aperçue que en modifiant mon alimentation, finalement, il y avait un nettoyage émotionnel qui se faisait tout seul. Ensuite, quand on est tout seul, alors, quand on est en stage, c'est génial, on est entouré, on arrive, tout le monde arrive à faire la même chose et tout, super. On rentre chez nous, on est tout seul. Ah, alors moi, j'ai un truc tout bête, je lis des bouquins sur le sujet, j'écoute des vidéos sur le sujet. Mes premiers jours de jeûne, en général, je fais ça, d'accord? Donc je me crée un environnement. Après, passer les 2-3 premiers jours, ça va, c'est parti, c'est sur la route. Mais sinon, je me crée les premiers jours un environnement favorable pour y arriver. Je voudrais continuer sur la même, je sais pas, vous m'entendez? Oui, oui, Martine, on t'entend. Sur la même pensée, il y a aussi l'alimentation affective.
les mamans qui donnent à manger à leurs enfants, les enfants grandissent, ils deviennent adultes et ils ont toujours, des besoins, qui sont liés à leur enfance. Bon, par exemple, le pain ou les quenelles de la mamie ou enfin des plats particuliers et après pour, comment dire? Pas pour supprimer, mais pour, oui, pour supprimer, c'est impossible, quoi. Il y a quelque chose d'affectif fort. C'est la Madeleine de Proust. Oui, Oui. mais c'est pas impossible et ça, alors maintenant, il y a des recherches, hein, et on sait qu'on peut modifier notre ADN. Pendant mes 4 années de crue, autant avant, j'avais l'impression d'avoir 80 ans, quand j'ai fait le cru, j'avais l'impression d'avoir 14 ans et à un moment donné, j'ai senti alors moi, bretonne d'origine, autant vous dire que la charcuterie, la Mmh. galette saucisse, enfin, vous voyez, c'est le beurre, tout ça et à un moment donné, bah, j'en avais plus du tout besoin. Alors déjà, j'avais arrêté la charcuterie depuis longtemps, mais par exemple, le pain, le beurre, j'en ai plus eu besoin et j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir transformé mon ADN. Donc c'est tout à fait possible. On peut ne pas en avoir envie, hein, de faire ce boulot-là, mais c'est possible et il y a de plus en plus de recherches là-dessus sur la modification de l'ADN. Et Après, faut pas s'empêcher, je veux dire, si par exemple je vais en Bretagne demain et si j'ai envie de manger une galette saucisse, je vais manger ma galette saucisse, mais je ne serai pas accro à la galette saucisse, je n'en aurais pas envie tous les jours. Mmh. Vous voyez? Ça m'empêche pas le plaisir. Mais ça, vraiment, on change et c'est ça que j'appelle l'individuation. Ce parcours d'individuation, c'est vraiment être pleinement dans sa verticalité avec nos besoins sans forcément ses liens. Ce qui n'empêche pas le véritable amour, qui n'est pas de la dépendance affective, ce qui est différent. On peut être dans le véritable amour sans être dans la dépendance affective. Et souvent, les problèmes d'alimentation proviennent d'une dépendance affective, ce qui n'est pas le véritable amour. C'est tout un chemin, hein. Oui, on C'est un sacré chemin. C'est un sacré chemin. et on trouve, enfin, on le voit sur les enfants, mais on le voit sur les adultes aussi, donc c'est vraiment oui, c'est quelque chose de difficile, à lâcher, je pense. Complètement. Je Ouais, suis entièrement d'accord. ouais. Mais c'est l'histoire du détachement. Mmh. C'est c'est attachement-détachement. Et quand on est dans le détachement, on est dans le véritable amour et on est plus heureux. Mmh. Mmh. et puis on a évoqué aussi vraiment le fait de pouvoir y aller doucement, heu, Oui, oui, pour parce que ça, on est déjà dans. Excuse-moi, tu parlais au tout début du niveau spirituel, mais là, on rentre dans le niveau spirituel. Là, on est encore. Donc, on a passé les étapes de la biologie, de la psychologie, des émotions, et on arrive à. Et voilà, et on peut décider d'y rentrer ou pas. mais là aussi, je trouve que ça se fait aussi progressivement, tu vois? Et qu'on peut On met une vie et on fait des allers-retours. On échoue des fois. Et c'est pas grave. OK, ouais. C'est pas parce qu'on sait tout ça qu'on a des. Le Mmh. mouvement de la vie, je pense vraiment, vous voyez, un enfant, il sort par contraction. Il avance, il stoppe. Il avance, il stoppe. Nos intestins, ils fonctionnent pareil. Je pense vraiment que la vie, c'est ça. On avance, mais on fait un petit pas en arrière. On avance, mais on avance quand même. Mais il y a ce mouvement-là, comme ça. Et des fois, bah, voilà, il peut se passer n'importe quoi dans nos vies, on est plus down. Et c'est OK. Et c'est l'acceptance de ça qui va faire qu'on va progresser. Mais la spiritualité, c'est être en lien avec nous et avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Voilà. C'est plus on est en lien avec nous, plus on est en lien avec les autres et plus on est en lien avec la nature. Oui, Michel. Tout à l'heure, tu disais que tu avais supprimé le pain, que tu essayais.
Moi, c'est quelque chose que j'arrive vraiment pas à faire parce que le pain, j'en ai on autrefois dans les familles, le pain, c'était la nourriture de base et tu devais manger on te donnait du pain, tu devais manger des patates avec du pain. La pizza avec le pain. Oui et Tu peux moi mettre des pâtes avec. oui, voilà, c'est ça, même les pâtes, le riz, tu le manges avec le pain et moi j'ai vraiment été éduquée au niveau alimentaire comme ça et alors c'est quelque chose que je n'arrive pas à me passer, c'est le pain. Alors, je dois pas avoir d'intolérance au gluten, j'en sais rien, parce que j'absorbe bien le pain, mais j'aimerais bien quelquefois essayer de me passer de ce pain ou d'en manger moins. Mais tu disais que, que tu faisais un exercice actuellement sans pain. Je ne sais pas comment tu fais, comment tu peux y arriver. Est-ce qu'on peut y arriver déjà? Ah oui, oui, moi j'ai fait de nombreuses années sans pain et je fais des périodes sans pain. Alors, au tout début, hein, quand j'avais 20 ans, j'ai d'abord choisi des pains sans gluten ou kamut. À l'époque, je me souviens, il y avait du kamut. Et donc, ce qui est important dans le pain, c'est de choisir les bonnes farines. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est toujours mieux quand c'est un levain ou une levure la plus naturelle possible, hein. Ça, c'est important de vérifier la qualité du pain. Le pire, c'est la mie blanche pour les intestins. Et voilà. Alors là, du coup, ça ne te nourrit pas. Ça prend l'énergie de ton corps, il va mettre un temps fou à digérer et ça ne va pas te donner de l'énergie. Donc ça, c'est important de bien choisir le pain. Et c'est, pour moi, en tout cas, ça a été une transition de passer par du pain sans gluten. Moi, je vis mal le gluten. Je me sens mieux quand je mange sans gluten. Donc, je prends des céréales sans gluten. Je prends du pain sans gluten quand je suis sur mes périodes de pain. Et comment s'en passer? Bah, là aussi, c'est qu'en fait, tu as une sensation de remplissage avec le pain De satiété. ou de satiété. Donc, par exemple, quand j'ai des groupes où je ne peux pas mettre de pain, je privilégie toutes les céréales sans gluten quand même, mais je leur mets des céréales, des légumineuses aussi, mais pour que justement ils n'aient pas faim dans la journée, d'accord? Et qu'ils aient ce sentiment de satiété. Et ça marche, hein. Mais déjà en premier, je dirais, je ne sais pas quelle qualité de pain tu prends, mais en premier, voilà, la qualité du pain, ça me paraît vraiment important. Bon, jamais de pain blanc, du pain complet ou du pain noir même, du Mhm. pain nordique. Et après, c'est d'où proviennent les farines. Ouais. Ouais, aujourd'hui, on est vrai. Malheureux, on n'était pas obligé je veux dire, les Italiens vivaient très bien il y a 100 ans avec leur farine. Mais le problème, c'est l'intensité des agricultures céréalières et ça a modifié en fait nos céréales. Et donc aujourd'hui, malheureusement, c'est pour ça qu'on est obligé de réapprendre à manger. Il n'y a rien de plus naturel normalement. Mais c'est parce qu'on est obligé de s'adapter à ce nouvel environnement. Et là, les graines, elles sont pas bonnes. Les farines viennent nous intoxiquer. Par contre, moi, là, bientôt, je vais avoir un groupe dans les Cévennes pendant 2 semaines. Je leur fais le pain sans gluten tous les jours. Je choisis la farine, je prends du grand épeautre. Et du coup, j'en mange avec eux pendant 2 semaines. Mais mon transit, il est nickel. J'adore. Donc, je peux quand même manger du pain, mais il faut vraiment que je fasse attention. Par contre, si je prends du pain blanc tous les jours, mais moi, mais je pèse 120 kilos hein, à la fin de l'année. J'exagère un peu, mais c'est pas genre, je me sentirais comme si je pesais 120 kilos. Mm. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est la provenance, hein, c'est d'où ça vient. C'est terrible, on est obligé aujourd'hui de faire attention à ça. C'est toute la gymnastique nouvelle on est obligé de faire aujourd'hui, mais elle est importante. Et puis derrière ça, j'ai envie de vous dire, c'est où on met notre argent. Qu'on en Donc, ait beaucoup ou pas beaucoup, où on met notre argent, à qui on donne notre argent. Encore plus quand on l'a rudement gagné.
À qui on le donne? Ça, très souvent, on se dit, en fait, mais je peux rien y faire. Tu vois, quand on regarde des problèmes de pollution liés à l'industrie, par exemple, ou des choses comme ça, on se dit, mais moi j'entends souvent, je peux rien y faire. Et j'aime bien le souvenir de Coluche qui disait, quand on pense qu'il suffirait que ça s'achète pas pour que ça se vende pas. Donc en fait, le pouvoir, on l'a, en fait, Mais effectivement, bien dans sûr. notre porte-monnaie, qu'il soit grand ou petit. Le problème, c'est comme dit madame Pinson, la sociologue, on n'imagine même pas la fin du capitalisme. On ne l'imagine pas. Et moi, depuis très peu de semaines, je me dis: «Quels sont mes actes capitalistes dans mon quotidien?» Voilà, donc c'est une sacrée gymnastique et je suis obligée de me poser ces questions-là. Et donc à qui on donne notre argent, c'est très, très important. Regardez, il y avait pas de bio dans les supermarchés, les gens ont acheté du bio et il y a du bio dans les supermarchés. Et pour revenir au pain, à ce que tu disais, donc l'origine des graines, et il y a aussi la transformation. Aujourd'hui, le fait que c'est ultra raffiné, on est sur des farines hyper raffinées, comme le sucre d'ailleurs, ça pose, voilà, des soucis de santé. Écoutez, il y a partout en France et partout dans le monde maintenant de magnifiques producteurs, Mmh. jeunes, qui ont besoin qu'on aille acheter chez eux, qui font un travail fabuleux, qui font de la farine à la meule de pierre et tout ça. Enfin, franchement, qui ressortent des vieilles graines, qui font des recherches. Moi, dans mon livre, j'ai fait un road trip culinaire, j'en ai rencontré plein et je continue d'en rencontrer. Il y en a partout. Là, je suis allée dans les Landes, la ferme des filles, enfin, j'en trouve partout, c'est magnifique. Allons donner notre argent à ces gens-là. Ils ont besoin de nous. Et il y en a partout. Ils ont besoin de nous. Alors, c'est une histoire de facilité. Ouais, bah, le changement, ça demande du temps. Il n'y a pas de secret. Il faut prendre du temps. On passe 2 heures de moins sur notre téléphone et on passe 2 heures de plus à repérer où est-ce qu'on va faire nos courses. Je sais qu'il y en a qu'ici qui le font, je les connais, mais qui le font déjà. Mais voilà, je dis pas que c'est évident, hein. C'est une rééducation. Mais c'est passionnant parce qu'on rencontre plein de gens super qui font des magnifiques choses, qui sont créateurs justement. Il est 22h05. Est-ce qu'il y aurait une toute dernière question? Ou est-ce que ça va pour tout le monde? Il est tard là quand même. Ouais. Ouais, je suis super contente moi de vous avoir un peu rencontré comme ça par l'écran. Il y a un écran entre nous, c'est bizarre ce truc, hein. Mais ça marche. Au moins on se rencontre quand même. Merci d'avoir été patient pour nous entendre, pour recevoir notre parole, quoi. Mmh. Et, et je vous Et merci souhaite d'avoir plein, plein de bonnes choses, quoi. Je vous souhaite tout de bon, comme on dit en Suisse. Plein de belles choses pour vous. Marlène, tu veux dire une dernière chose? oui. Merci. Je vais relayer ce merci et on espère vous rencontrer, notamment un grand bienvenue à ce séjour donc du 11 au 14 juillet avec Béatrice, Yannick et moi dans les Cévennes. Très belle nuit, digérez bien tout ça, prenez soin de vous. À bientôt. Merci, belle nuit. Soirée.